Donc l'AFDI, ça signifie Agriculteur français et développement international. D'abord, je vous propose juste de rappeler un petit peu ce que c'est l'AFDI. Après, de faire un petit point rapide sur l'évolution de l'épidémie, parler des impacts directs sur les agriculteurs au sud, ce qu'on a constaté, nous, dans nos partenariats. Et ensuite, parler des réactions et des mobilisations des organisations paysannes face à cette crise. Et enfin, on partira sur Yvan prendra le relais sur les annonces et réflexions au niveau international et européen. Donc l'AFDI, c'est une ONG française de développement fondée par les OPA, donc Organisations professionnelles agricoles françaises, donc FNSEA, JA, Crédit Agricole et MSA et Groupama dans les années 70. On est spécialisé dans l'appui aux organisations paysannes dans les pays en voie de développement. On a deux missions principales pour appuyer l'agriculture familiale. C'est tout d'abord renforcer la capacité des organisations paysannes et sensibiliser le monde agricole français aux enjeux agricoles au Sud. On fait partie des ONG qui avons une convention programme avec l'AFD, donc l'Agence française de développement. On est un réseau, donc sur tout le territoire français, et avec des bureaux internationaux dans 7 pays. On travaille dans 17 pays, notamment, principalement en Afrique de l'Ouest. Donc là, ce que je vous présente, c'est à l'échelle du réseau AFDI en entier. Donc voilà, donc pour parler plus précisément des impacts du Covid sur les OP au Sud. Tout d'abord, par rapport à l'épidémie, pour refaire un petit point, bon, je pense que vous êtes tous intéressés déjà. Ça a été moins touché qu'en Europe, mais des situations assez variées en fonction des pays, pas mal d'inégalités. Des mesures de confinement qui ont été prises assez rapidement, de manière plus ou moins stricte en fonction des pays. À titre d'exemple, sur 2 pays sur lesquels on travaille, le Bénin n'a pas fermé ses frontières, bien que ses voisins l'aient fait, parce que le gouvernement a également jugé que l'économie informelle était trop importante pour installer un confinement strict. Donc ce sont plutôt des cordons sanitaires qui ont été installés autour des grandes villes. À l'inverse, le Togo, pays voisin, il y avait couvre-feu, bouclage de certaines grandes villes et interdiction de déplacement total d'une préfecture à une autre. Les mesures de confinement ont été levées progressivement là, depuis mai-juin. Cependant, là, ces dernières semaines, on constate que l'épidémie commence à reprendre dans certains pays, notamment en Guinée-Bissau et au Bénin aussi, qui avait été peu touché jusqu'à présent. Le nombre de décès augmente assez rapidement. Il y a une carte de Jeune Afrique, je pense que vous la connaissez peut-être, qui met à jour l'évolution de la pandémie quotidiennement. Donc, si on parle plus spécifiquement des impacts, nous, ce qu'on a constaté, c'est vraiment le point principal qui a perturbé les agriculteurs au Sud, c'est la commercialisation. Que ce soit à l'international, mais aussi en local. En local, principalement parce qu'il n'y avait plus de restaurants, les hôtels fermés également, les cordons sanitaires autour des villes, donc des échanges un peu plus difficiles. Et ensuite, à l'international et en transfrontalier, on a l'exemple d'une OP qu'on appuie au Bénin, qui est l'URCPA, qui travaille sur l'anacarde, la noix de cajou. Le confinement est arrivé au moment de la commercialisation et les ventes sont faites à des transformateurs locaux, mais qui, eux, revendent ensuite à des acheteurs, à des exportateurs internationaux, vietnamiens et chinois. Et en fait, avec la fermeture des frontières, les contrats ont été annulés. Et donc, les producteurs ont dû brader leur prix pour pouvoir vendre leur production.
Il y a un autre phénomène aussi sur la commercialisation, c'est la vente institutionnelle, c'est-à-dire la vente, aux États. C'est quelque chose qui est assez pratiqué dans le domaine des semences, heu et en fait, avec le confinement, les États sont complètement désengagés, de leurs contrats et donc les OP ont dû, voilà, réagir et vendre directement, aux producteurs plutôt que, voilà, avec ces contrats qui étaient normalement, assurés. Donc c'est une adaptation qui s'est faite dans pas mal de d'OP, notamment sur les semences. Un autre point de sur la perturbation, c'est sur les campagnes agricoles. On L'organisation du travail a été perturbée avec, la fermeture des écoles, d'une part, mais aussi par les travaux de groupe, parce que dans la plupart des pays, les regroupements ont été interdits. Alors c'était variable, hein, certains pays c'était 50, certains pays c'était 10 personnes. Cependant, on constate que nous, dans ce qu'on connaît, beaucoup d'activités agricoles sont réalisées par les femmes et en groupe, notamment la transformation. On a l'exemple au Tchad, d'une OP qui travaille sur le karité et voilà, la transformation et la récolte sont faites, par des groupements féminins et avec, le covid, voilà, elles ont dû, s'adapter, travailler, par groupe de 2 ou 3. Donc voilà, un peu moins de perte d'efficacité, et perturbation, des volumes également et des activités. Bon, d'autres impacts, c'est les difficultés d'approvisionnement, en intrants, que ce soit, par un manque de trésorerie des agriculteurs, mais aussi, le manque de disponibilité de main-d'œuvre agricole, que les déplacements étaient limités, difficultés tout simplement d'achat, hein, parce que les intrants n'étaient pas disponibles, et aussi sur, des difficultés sur l'accès à l'information en fait, par rapport aux dispositions prises sur, les campagnes, agricoles. Et ensuite, voilà, certaines filières, ont eu plus de difficultés, notamment la pêche avec, l'interdiction de de se rendre dans les eaux, quoi. Donc bon, si on résume, hein, sur les impacts, principalement la commercialisation, l'organisation du travail et les approvisionnements, ce sont nous ce qu'on a constaté, les les plus gros impacts sur les agriculteurs au sud. Donc face à tout ça, les organisations, paysannes, elles ont réagi, assez rapidement finalement pour communiquer voilà, pour leurs membres, heu, principalement sur la communication. Les OP ont très vite réagi, notamment sur la on constate quand même pas mal de défiance, sur, des agriculteurs par rapport aux messages gouvernementaux de prévention. Face à ça, les OP ont réagi et ont elles-mêmes, passé les messages de sensibilisation, sur, le lavage de mains, les distances de sécurité, et cetera. Il y a eu plusieurs types de communication en fonction des pays et des OP. Ça a pu être, des paysans relais, par exemple. Heu, Après il y a eu aussi, distribution, de masques, de lavage de mains et et sensibilisation, pardon, sur le lavage de mains. Parfois des collaborations avec les radios rurales pour, en fait, diffuser un message au nom de l'OP, un message de prévention au nom de l'OP et généralement beaucoup de communication par WhatsApp ou par téléphone, des OP vers leurs membres. Au-delà de la communication, certaines OP ont, créé des guides de gestion de la crise et travaillé un petit peu sur la veille. C'est le cas par exemple d'OP faîtières comme, la FAEC au Cambodge et la FUPRO au Bénin, qui ont créé des guides pour, avec des recommandations pour maintenir, les activités de leurs OP, membres. Après, il y a une autre OP qui est le ROPA, qui est un réseau d'OP, donc le ROPA, qui est à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est un peu plus large et qui a fait un comité de veille et d'action, pour aussi s'intéresser aux actions mises en place par les gouvernements,
au sujet des campagnes agricoles et qu'on poursuivre la réflexion face à ce genre de difficultés, comment se projeter à l'avenir au cas où ça puisse réarriver. Donc c'est un comité un petit peu plus large. Je vous propose qu'on fasse un petit zoom sur la CETOP au Togo, qui est la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles, qui, elle, a mis en place un plan de riposte et de soutien aux activités économiques. Donc, en reprenant information et sensibilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, en facilitant l'accès des OP membres pour du matériel et des fournitures, travailler également sur le démarrage de la campagne agricole et faciliter la mise en marché des produits à des prix accessibles aux consommateurs des villes. Parce que, comme je vous l'ai dit, au Togo, il y avait une interdiction de déplacement entre préfectures. En fait, les prix des denrées agricoles ont augmenté très, très fortement dans les grands centres urbains. Et les transports étaient difficiles. Voilà, donc c'était pour garantir l'accès en quantité et à temps aussi pour les agriculteurs en intrants. Donc là, c'est la mise en place et voilà, plus précisément la mise en place du plan de riposte. Donc via leur coopérative, via leurs membres en fait, et ça leur a permis de démultiplier un petit peu l'action. Ils ont également mobilisé beaucoup les maires, les préfets et les institutions de santé. Donc la mise en place d'un mécanisme d'approvisionnement en engrais et ensuite identification des ménages les plus vulnérables en vue de donner des semences de maïs et de riz. Et le dernier point, c'est la mobilisation de ressources pour la mise en place de ce plan de riposte, car le volet financement est aussi important. On peut faire un plan de riposte, mais ça nécessite quand même des moyens et ce n'est pas des choses qui étaient prévues. Donc la question des ressources est aussi importante. Donc en conclusion, nous ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment des OP qui ont été plus ou moins affectés. Par exemple, les OP plus locales, en contact direct avec les agriculteurs, par exemple sur du conseil à l'exploitation familiale, tout ça, ça a été un petit peu moins affecté que, par exemple, les OP filières. Les OP filières qui ont eu beaucoup plus de difficultés, notamment sur la commercialisation et principalement parce que c'est sur de l'export, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'annonce de grands changements sur les politiques agricoles. À voir, peut-être que ça viendra. Pour les OP, on voit quand même que le modèle d'agriculture familiale est quand même plutôt résilient, que les OP ont apporté des services assez concrets à leurs membres en temps de crise. Et pour nous, c'est un point quand même assez important à souligner. Et après, un point un peu plus large, c'est par rapport au... Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des financements de la CETOP. On a remarqué qu'en fait, les bailleurs de fonds ont beaucoup sollicité les OP pour proposer des plans d'action, mais en proposant une approche de développement. C'est-à-dire pas forcément un plan d'urgence. Donc ça, c'est à voir comment... Voilà, c'est pareil, c'est à voir comment ça va évoluer. Mais il y a quand même eu une mobilisation des bailleurs qui ont débloqué des fonds pour répondre à cette crise. Moi, bon, je vais vous parler, moi, plus, on va essayer d'élargir un peu au niveau international et européen, puisque c'était un peu, bon, dans la première discussion qu'on avait eue avec Tiffen, il y avait un peu les deux aspects, même si on avait effectivement dit, bon, sur les réflexions au niveau international, enfin, surtout français et européen, nous, AFDI, on est plus focalisé forcément en tant qu'ONG développement sur le Sud. Bon, ceci dit, effectivement, on est en veille, puisqu'on a un lien avec les organisations professionnelles agricoles.
Donc je vais vous présenter, j'ai essayé de recenser un peu pendant la période de confinement et après, de recenser un peu les différentes annonces qu'il y a eu et peut-être ce qui est en cours de réflexion. Alors c'est pas exhaustif et probablement, enfin voilà, je suis pas non plus, on n'est pas des, voilà, encore une fois des experts forcément sur le sujet. Tu peux, tu peux Ouais, dérouler. sur les constats. Donc d'abord, je vais vous les principes. Oui, c'est bon. Les principaux constats durant la crise, hein, je pense que tous vous l'avez un peu vécu, suivi et un certain nombre d'annonces. Bon, le premier constat, c'est qu'on a vu que des centaines de millions de personnes se sont retrouvées en situation très vulnérable, euh, avec une sécurité alimentaire précaire. Donc ça a amené le PAM, la FAO à faire des publications courant du mois avril, disant que le nombre de personnes touchées par la famine pourrait doubler en 2020, atteignant 265 millions de personnes. Vous l'avez tous entendu en juin, suite à la rencontre du président Macron et de la chancelière allemande, il y a eu un plan de relance au niveau Union européenne de 750 milliards d'euros. Parmi ces 750 milliards d'euros, il y a 15 milliards qui sont dédiés à l'Afrique, au reste du monde, en tout cas sur des actions qui visent pas le territoire européen. Et 31% devraient aller vers l'Afrique. Alors, ne me demandez pas le détail. Bon, les limites de ça, c'est que les ressources, c'est pas des nouvelles ressources, hein, c'est des ressources qui peuvent être déjà existantes, c'est plutôt des réorientations. Et c'est en discussion aujourd'hui sur est-ce que ça va être des prêts, de la subvention. Les choses ne sont pas encore calées. Ensuite, un constat à plus long terme qui est le même, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est les mêmes centaines de millions de personnes qui sont en sécurité alimentaire chronique. En fait, l'épidémie a effectivement mis en lumière, mais en fait, ce que l'on voit, c'est que nos systèmes agroalimentaires font que on a une majorité de, de, de personnes dans le monde, notamment d'agriculteurs familiaux, qui sont dans des situations de sécurité alimentaire très, très précaires. Ce qui a amené l'IPES Food, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un panel d'experts dont qui s'est créé un peu autour d'Olivier de Scutter, qui a été rapporteur au niveau de l'ONU sur le droit à l'alimentation, et qui est un think tank qui regarde un peu les politiques agricoles, notamment européennes, sur justement ces questions alimentaires, agricoles. Bon, c'est très leur position, ça les a amenés à faire une communication en avril, qui a été très relayée et qui est qui alimente beaucoup d'ONG, qui mettait en évidence que nos systèmes agroalimentaires majoritaires, on va dire, au niveau mondial, se révèlent non durables, incapables d'assurer la subsistance donc des agriculteurs familiaux, que ce soit au nord et au sud. Et pour faire un petit aparté en France, l'impossibilité de commercialiser les produits, on en a parlé au sud, mais elle a touché également les agriculteurs français, hein, les interdictions de marché, toute la perturbation sur les chaînes d'approvisionnement a fait que les producteurs français ont aussi été impactés. Vous avez aussi beaucoup, j'imagine, entendu, ça a révélé le manque de main-d'œuvre, enfin notre système qui est beaucoup basé sur de la main-d'œuvre dans nos exploitations qui vient de l'Est ou enfin, hors de France, et des personnes, des saisonniers qui sont à bas salaire, et parce qu'on a du mal à trouver de l'emploi sur ces tâches-là en France et à ces niveaux de rémunération-là. Et on a vu que le confinement avait mis à mal tout ce système-là et révélant une grande vulnérabilité de notre système. Bon,
je vais accélérer, sinon on va prendre trop de temps. Mais du coup, ce qui a amené IPS Food à faire des propositions assez radicales, de dire clairement le système n'est pas soutenable et développement durable, sécurité alimentaire vont de pair. Il faut carrément transformer le système agroalimentaire mondial. Dans les autres constats et les prises de position de différentes institutions ou organisations, mais aussi dans les constats de tout un chacun durant cette crise, ça a mis en avant que le produit agricole a une valeur particulière et que l'agriculture est un service essentiel. On a beaucoup parlé des soignants, mais je pense que l'agriculture a également été, ça a été un peu un révélateur que oui, si on veut consommer local, près de chez moi, peut-être qu'il faut s'intéresser à comment le paysan d'à côté il vit. Donc voilà, la crainte des pénuries alimentaires a suscité cette prise de conscience-là. Et la question de la souveraineté alimentaire est revenue très fortement, mais je vais y revenir. Donc il y a eu plusieurs annonces, propositions d'organisations sur le FIDA ou l'OCDE qui ont fait des communications courant avril sur maintenir les chaînes d'approvisionnement, de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement et que on puisse garder une chaîne entre les zones de production et les villes où se concentre la majorité des consommateurs. Il y a eu tout un tas de communications et de prises de position sur la question du prix juste pour les producteurs et de la rémunération décente. Donc il y a eu un plaidoyer commun, FAO, ONG, syndicats agricoles, OP du Sud, JA. Et il y a eu les JA, les jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes en France, a sorti son plan d'action pour la sortie de crise Covid-19, où dedans, il y a tout un tas de préoccupations des agriculteurs et des jeunes agriculteurs français, mais avec quand même un volet international qui est à souligner, avec une proposition portant là-dessus. Et les jeunes agriculteurs c'est aussi parce qu'ils sont déjà dans des dynamiques de plateformes et de forums avec d'autres associations de jeunes agriculteurs dans le monde entier, et sur lequel d'ailleurs AFDI les accompagne. Je pense qu'il y a un consensus très clair de tout le monde qui a été sur il faut favoriser les circuits courts, et donc là je pense que ONG, OP, organisations professionnelles agricoles et think tank s'entendent là-dessus, même si ça mérite de préciser ce qu'on entend par circuit court, et on voit que à la fois ils peuvent pas forcément répondre à toute la demande, donc c'est plutôt tout le monde s'entend sur un raccourcissement en tout cas des chaînes d'approvisionnement et des filières. Il y a eu des communications et un paramètre nouveau qui est, Anne-Laure en a parlé un peu tout à l'heure, on voit qu'au sud, l'épidémie et les mesures de confinement en France ou en Europe, les solutions de télétravail, et puis les filets de protection sociaux, sécurité sociale, etc., ont malgré tout amorti beaucoup la crise, même s'il y a un impact réel. Dans les pays du Sud, très clairement, des économies basées sur le secteur informel où il n'y a pas de protection sociale, les personnes ont des revenus journaliers, donc rester chez soi signifie condamner les gens à ne pas manger, quoi. Donc il y a cet axe un peu nouveau de réflexion sur comment on prend en compte le secteur informel dans les politiques publiques. Après, comme je vous l'ai dit, la souveraineté alimentaire, et surtout en France, je pense, c'est un des thèmes qui est fortement ressorti, de l'annonce du président Macron à tout un tas d'autres prises de position. Donc il y a eu Oxfam, un collectif d'associations qui a fait une tribune dans Libération le 12 mai sur effectivement la souveraineté alimentaire sera paysanne ou ne sera pas. Donc on retrouve un certain nombre d'ONG françaises
qui se sont associés à cette tribune. Mais chose étonnante ou qui vont sûrement surprendre certains, on retrouve dans aussi les communications des organisations professionnelles, notamment de la FNSEA, qui a sorti un manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire. Je vous ai mis les liens, hein, vous pourrez aller lire tout ça. Qui met la souveraineté alimentaire, l'origine France, beaucoup en avant et bon voilà, je ne vais pas détailler, mais également mais un peu plus que par le passé, s'adapte aussi en parlant davantage d'agriculture bio, de circuit court, etc. Après, pour être honnête, voilà, c'est un prisme qui reste très français et européen. Et on peut, voilà, d'un côté, il y a toutes ces bonnes évolutions, et d'un autre côté, il n'y a pas de remise en cause du soutien à l'exportation, ce qui est bien évidemment un peu contradictoire avec la relocalisation. Si on passe un peu au niveau des réflexions au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne et de la politique agricole, l'Union européenne, au mois de mai, a communiqué sur une nouvelle stratégie qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, et qui veut défendre un système alimentaire équitable, sain, respectueux de l'environnement. C'est inscrit dans le pacte vert à 2030 de la Commission européenne, qui vise à... C'est un peu le Green Deal de l'Union européenne. Et dans cette nouvelle stratégie, qui est tirée quand même des enseignements du Covid, voilà, ça se décline en actions, ou des actions qui visent à la réduction de 50% des pesticides, 50% des antibiotiques, 20% des engrais, un triplement des surfaces en bio jusqu'à 25%, mais également il y a une autre stratégie qui s'appelle Biodiversité 2030, qui vise à transformer, restaurer 30% de terres et à les protéger sous des statuts de conservation ou en tout cas de protection. Donc c'est une stratégie, et en fait cette stratégie, il faut savoir qu'elle est en train d'être discutée maintenant au niveau de la Commission, puisque on est en dernière année de la PAC, la politique agricole commune, c'est des phases de 7 ans, et normalement une nouvelle PAC devrait démarrer en 2021. Alors le calendrier de négociation étant long, le cadre financier, les orientations avaient déjà été adoptées bien avant l'épidémie, en mai 2018, avec une baisse du volume global de la PAC par rapport à la précédente, 2014-2020. Mais des orientations, ça fait déjà plusieurs PAC où il y a un verdissement, ce qu'on appelle un verdissement de la PAC. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas être trop long, avec progressivement une convergence externe et interne. Convergence externe, c'est on essaye que tous les pays européens puissent avoir les mêmes niveaux en gros d'aide. Convergence interne, c'est au niveau d'un pays d'essayer qu'effectivement un paysan, un éleveur ou un céréalier, il touche la même chose et qu'on ait des aides qui convergent. Suite au Covid, dans le plan des 750 milliards annoncé, le plan de relance de l'Union européenne, il y a 27 milliards, et donc 15 qui viennent de ce plan, qui viennent rallonger le budget de la PAC qui avait été décidé en 2018. Donc c'est bon, dans l'idée de l'agriculture est importante, donc on était plutôt sur un budget PAC qui baisse. Bon, là, l'Union européenne a rallongé le budget pour montrer que bon, il faut probablement, c'est pas le moment de désinvestir ce secteur-là. Mais voilà, et encore ces jours-ci, faut savoir que c'est en discussion, et il y a des discussions assez houleuses, puisque voilà, il faut construire la nouvelle PAC et intégrer ces nouvelles stratégies qui vont quand même plus loin que ce qui était prévu dans la première version de la PAC. Et il y a des discussions assez houleuses entre commission environnement, commission agriculture au sein de la Commission européenne, mais également entre le Parlement européen et la Commission. Bon,
c'est vrai sur tous les sujets, mais c'est particulièrement vrai. Donc, c'est des annonces pour le moment, mais elles sont c'est des stratégies. Maintenant, il reste à savoir comment elles vont être vraiment déclinées, notamment dans la PAC. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que probablement il va y avoir un décalage de la PAC d'1 ou 2 ans. Et d'ailleurs, ils s'entendent pas aujourd'hui là-dessus. Est-ce que c'est un an? On reste sur la PAC actuelle pendant un an ou pendant 2 ans, le temps de terminer les négociations sur cette nouvelle PAC. Si on vient sur la France, et vous avez dû en entendre parler, donc j'ai relevé juste 2-3 points. Bon, il y a la Convention citoyenne pour le climat, hein, dont vous avez tous entendu parler, les 100 citoyens tirés au sort, qui sont en train de travailler, et ces jours-ci, ils sont en train de finaliser les propositions. Parmi les propositions, il y a 8 propositions qui concernent le domaine agricole. Je ne vais pas les détailler, mais de toute façon, je ne les ai pas toutes, mais en gros, il y en a la moitié qui concerne le renforcement de la loi Egalim. La loi Egalim, fin 2018, vous vous rappelez, suite aux états généraux de l'alimentation, visait à re-questionner la question du prix entre agriculteurs et grandes surfaces en inversant un peu la fixation du prix. Et c'est les producteurs qui sont censés dire à quel prix ils peuvent vendre leurs produits en fonction de leur prix de revient. Et il y avait un deuxième volet qui était sur la limitation du seuil pour les grandes surfaces qui souvent vendent à perte sur des produits. Donc il y avait un encadrement notamment du Brésil qui est questionné. Donc il y aura une conférence, le ministre de l'Agriculture a annoncé une conférence à l'automne, en septembre-octobre, avec un plan d'action, un plan protéines végétales, mais plus globalement une conférence sur la souveraineté alimentaire avec tous les acteurs, citoyens, ONG, société civile et les parties prenantes, sur quelles sont les priorités pour aller vers la relocalisation. Un autre point, à mon avis, intéressant, que moi personnellement je trouve intéressant, c'est il y a une réflexion qui est engagée, en tout cas le ministère de l'Agriculture ouvre et a sollicité l'INRA sur la possibilité de paiement aux agriculteurs pour des services environnementaux. C'est une question qui est sur la table depuis très longtemps, enfin qui n'est pas sur la table justement parce qu'elle est un peu taboue, parce que voilà, un agriculteur, on était plutôt dans une approche, un agriculteur il est là pour produire, en tout cas dans la profession agricole. Et aujourd'hui, ça semble être, en tout cas il y a une volonté d'explorer cette piste-là et qui à mon avis est importante. En guise de conclusion, du coup on a été beaucoup plus long que prévu, je m'excuse auprès de Pierre. Là c'est plus à titre... voilà, encore une fois, hein, nous, on est plus experts des politiques agricoles au Bénin, en Haïti, que forcément en France. Mais donc, mon avis, les conclusions, c'est que on a fait un pas de plus avec cette crise dans la prise de conscience. Très clairement, bon, voilà, sur la souveraineté alimentaire, je l'ai dit, mais et sur l'importance de l'agriculture. Sur la question du prix, et pour moi la question du revenu des producteurs est centrale hein, si on veut répondre à cette équation. Donc les gens se sont rendus compte que acheter local et de qualité, ça a signifié, ils ont bien vu que voilà, les prix n'étaient pas les mêmes qu'avant l'épidémie sur des produits d'autres origines. Au niveau des agriculteurs, il y a vraiment, nous on constate quand même qu'il y a vraiment des changements de pratiques et qui étaient déjà là avant l'épidémie, mais qui se trouvent accélérés. Il ne faut pas imaginer que les agriculteurs observent sans... Enfin voilà, ça fait depuis plusieurs années qu'on voit quand même une tendance vers le bio, vers la réduction en tout cas des produits phyto, vers les circuits courts, des nouvelles formes d'installation, davantage de hors cadres familiaux, comme on dit, pas de fils d'agriculteurs qui s'installent. Bon, je pense vraiment que les choses à la base, chez les agriculteurs et dans les OP, sont en train de bouger, mais bon, à un rythme qui peut être jugé trop lent. Après, ce qui est intéressant, à mon avis, à discuter, et je terminerai la dernière diapo là-dessus, c'est au niveau politique, il y a toutes ces annonces dont je vous ai parlé. Bon,
voilà, annonce un peu une volonté de changement, y compris parfois bon, sur la souveraineté alimentaire. Si on veut aller jusqu'au bout, ça peut rejoindre les injonctions de l'IPS Food, hein, de transformer le modèle agroalimentaire. Pour autant, on manque complètement de recul aujourd'hui pour savoir est-ce qu'elles vont être suivies de véritables plans d'action et d'une mise en application réelle à cette hauteur-là. Il y a un vrai risque que ces mesures, bon, effectivement, de compromis en compromis, ne soient pas à la hauteur de l'urgence écologique et sociale voilà, et des attentes sociétales. Bon, on l'a soulevé aussi, il y a des contradictions hein, à lever, même au sein de la profession agricole. Hein. On ne peut pas vouloir relocaliser et continuer à vouloir exporter. Forcément, on est obligé de voir un peu plus loin de ces frontières. Donc, moi, ce que je terminerai en disant, il est trop tôt pour voir les changements. C'est en train de se discuter maintenant, et on l'a vu au niveau de cette stratégie et de la PAC au niveau Union européenne, et on voit déjà les confrontations et les négociations. Moi, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que pour moi, cette question-là de l'alimentation et de l'agriculture dépasse largement la question de l'agriculture, quoi. Et c'est clairement bon, un petit aparté, mais pointer du doigt uniquement les agriculteurs n'est pas, bien sûr qu'il y a une part de responsabilité des agriculteurs, mais très clairement, tout ce qu'on vient de présenter là, si on veut transformer les systèmes, ça dépasse le simple secteur de l'agriculture, ça concerne, il faut re-questionner les règles du commerce international, des échanges de produits entre les pays. Et bon, ce que on dit déjà depuis très longtemps, hein, il faut sortir l'agriculture en tout cas de ce commerce international. C'est juste pas possible d'imaginer mettre un producteur brésilien, français, burkinabé sur le même marché, alors qu'on a des prix de revient qui vont de 1 à 1000. Donc c'est juste les règles du jeu ne peuvent pas fonctionner. Donc c'est pas qu'une question de choix d'agriculture. Mais ça questionne aussi nous, nos pratiques en tant que consommateurs. Forcément, bon, et à Ouradi et aux acteurs d'alimentaire, où voilà, tout le monde est bien conscient de ce rôle des consommateurs. Mais il y a également tout ce qui est politique nationale d'aménagement du territoire. Voilà, on a des grosses problématiques d'urbanisation, des masses urbaines qui sont concentrées et des territoires ruraux qui se désertifient. Donc parler de circuits courts sans re-questionner les politiques d'aménagement, c'est pareil, on ne pourra pas aller dans des changements profonds. Donc forcément, il faut identifier les espaces de régulation. À quelle échelle sont-ils? Européenne, nationale ou très locale? Je pense qu'on est au cœur du sujet et du débat. Et sans tomber dans du repli sur soi. Bon, parce que du protectionnisme, il en faut sûrement. Mais on voit aussi qu'en termes de liberté, de sécurité, on voit en Europe voilà, la montée des populismes et du communautarisme. Et c'est pas complètement étranger non plus à cette question. Bon voilà, j'en terminerai là. Désolé, c'était beaucoup plus long que ce que